Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast L'art de gérer son temps. Pour ce 3e épisode, nous aborderons un sujet tabou mais ô combien crucial, l'argent. Vous êtes-vous peut-être déjà demandé quel lien existait entre le temps et l'argent? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble que nos comportements sont souvent conditionnés par des croyances limitantes qui peuvent entraver notre développement personnel et professionnel, que ce soit de manière consciente et inconsciente. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Guerrero, ancien financier reconverti dans le coaching et spécialisé dans la relation à l'argent. Ensemble, nous allons vous dévoiler des leviers, des ressources pour surmonter ces blocages et comprendre les mécanismes qui se cachent derrière nos façons de fonctionner. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cet épisode du temps, l'argent et l'estime de soi en compagnie de Christophe Guerrero. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de l'art de gérer son temps. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Christophe Guerrero pour un sujet qui est très important aussi, comme tous les autres sujets dans la gestion du temps, mais celui-là plus particulièrement parce que je dirais qu'on ne l'attend pas. Souvent, quand on parle de gestion du temps, on ne l'attend pas. C'est la gestion du temps et son rapport à l'argent. Donc, Christophe est coach en développement personnel aujourd'hui. Donc, il va nous expliquer son parcours et puis ce qu'il fait aujourd'hui, sa mission. D'ailleurs, je te laisse faire mieux que moi, Christophe, dans ta présentation. Et puis, on est ensemble pour une bonne heure. Eh bien, merci Chris pour ton accueil. Pour ce thème, ces deux thèmes qui sont très liés, effectivement, qui sont à la fois l'argent et le temps. On les attend pas forcément, comme tu le dis, effectivement. Donc, d'abord, me présenter. Oui, je suis Christophe Guerrero, j'ai aujourd'hui 50 ans. Mon parcours est assez atypique, en fait, puisque j'ai commencé par des études de droit, puis des études de comptabilité, et je suis rentré après dans un cabinet d'expertise comptable durant lequel je suis resté 20 ans. J'ai gravi les échelons, en fait, puisque j'ai commencé comme collaborateur et les 10 dernières années, j'étais directeur d'agence. Et donc, un métier bien sécurisé financièrement, mais qui était en fin de compte un métier alimentaire. Même si j'adorais le côté conseil ou autre, il y avait surtout ce côté alimentaire, ce côté sécurité financière qui était là. Et donc, si d'extérieur, ça paraissait super bien, en fait, d'intérieur, c'était très compliqué. J'avais de plus en plus de problèmes physiques jusqu'à passer sur des burn-out. Donc, le dernier symptôme où je me suis effondré, en fait, en sortant de mon bureau, mes jambes se sont coupées. Ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et donc, j'ai fait une formation en développement personnel, donc une formation de coach en neurosciences appliquées. D'accord. Que j'ai complété après par une formation, une certification en spécialiste de la relation à l'argent. Okay. Et après, du coup, j'ai fait le saut. J'ai fait le saut dans l'entrepreneuriat suite à ces deux formations-là. Ok. Et quand tu t'es formé au développement personnel, tu savais que tu voulais devenir coach? Je savais que oui. En fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment fait switcher sur la notion de coaching. Je connaissais pas du tout le coaching auparavant. J'ai découvert en fin de compte en prenant des cours de coach sportif. Et en fait, mon coach était également diététicien et autres, et il a commencé à plus que me coacher, à faire du sport ou autre pour pouvoir me renforcer, il a commencé à parler sur du développement personnel. Et ça m'a vraiment, ça m'a interpellé, ça m'a vraiment appelé. Et suite à ça, le parcours a fait que des gens sont arrivés sur mon chemin de vie. Et vraiment, quand j'ai fait cette formation de coaching, c'était pour coacher. C'était pas du développement personnel uniquement pour moi. C'était vraiment pour pouvoir accompagner les gens autrement. D'accord. Et là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu coaches? Eh bien, du coup, j'ai terminé ma formation, enfin ma certification en début 2021. Donc, depuis, je coach spécifiquement des entrepreneurs, en fait. D'accord. Et pour quelle raison tu as choisi cette cible? D'une part, parce que ça faisait 20 ans que je les côtoyais. Donc, les côtoyant pendant 20 ans, j'ai pu voir leur relation à l'argent, en fait. Même si à l'époque, je ne connaissais pas ce terme de relation à l'argent, je pouvais voir à quel point leur comportement était parfois, à mon sens, était complètement irrationnel, parce que j'avais des clients en plus qui étaient relativement aisés. Hein. C'était des clients qui pouvaient avoir des patrimoines de 2 ou 3 millions d'euros et qui, pour autant, n'étaient pas du tout sereins avec l'argent. Bon, j'avais moi-même une relation à l'argent, c'était compliqué aussi, que je ne voyais pas forcément.
Donc, le fait de pouvoir comprendre tout ce mécanisme avec l'argent, là, c'est me dire, OK, maintenant, je vais pouvoir aider les entrepreneurs autrement. Et puis, il y a tout ce langage que je connais. Je connais, pour les entrepreneurs, je connais leur peur, leurs problèmes au quotidien. Donc, vraiment, quand je suis avec des entrepreneurs, on parle le même langage et il y a une compréhension qui est mutuelle. Donc, c'est vraiment une cible que j'affectionne particulièrement. Plus ce côté challengeant qui est au niveau de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas le même mindset quand on est salarié que l'entrepreneur. Il n'y a pas de mieux ou de moins, mais c'est pas le mindset, c'est pas le même mindset, et je préfère celui d'entrepreneur. D'accord. Donc aujourd'hui, tu t'allies pas spécifiquement. Est-ce que tu parles quand même de la technique de la finance ou tu es plus sur vraiment un ensemble de systémique dans tes accompagnements? Alors, c'est plus sur le systémique, en fait. Je parle pas de placement, je parle pas de produits de finance, même si au cours de la discussion, on va être amené à en parler parce que les entrepreneurs, comme les salariés, sont parfois sollicités sur certains produits. Mais vraiment, mon approche, elle est sur l'être en lui-même. C'est vraiment dans relation à l'argent, on se focalise sur le mot relation, en fin de compte. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, dans cette nouvelle posture, nouvelle casquette de coach, tu as parlé de coach en neurosciences, hein, c'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu apprécies le plus maintenant dans cette nouvelle fonction? Ce que j'apprécie le plus, c'est en fait c'est une très bonne question. Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose d'ailleurs, cette question. Qu'est-ce que j'apprécie le plus? C'est vraiment le contact et l'écoute. Euh, dans cette relation entre coach et coaché, il s'établit vraiment une connexion et comment dirais-je, un partage. C'est très intime en fin de compte. Et je suis même parfois surpris de ce que je peux recevoir des personnes, pour voir à quel point la confiance se met en place. Et, et c'est vraiment cette relation très, très intime où il y a vraiment cette envie de changer. Et, et puis surtout, c'est justement quand on voit le changement s'opérer, c'est magnifique en fin de compte. D'accord. Ok. Je vois. Je comprends. Je comprends. Parce que je me dis que quand on a un banquier ou un conseiller, bah, il connaît un petit peu la situation, notre situation, mais il n'a pas le côté justement euh, spirituel que Ouais. peut vivre. Ok, donc c'est ce que tu vas apporter. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que sont que les neurosciences? Parce que souvent, je rencontre des personnes, parfois, je dirais, qui me demandent ce que c'est que le développement personnel. Alors, ce serait bien qu'on explique justement ce que sont les neurosciences. Ok, tout à fait. Alors, neurosciences est assez vague quand même, donc parce qu'on va parler à la fois de tout ce qui peut être des interactions chimiques, biochimiques, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs hein, entre les différents qui font en sorte que nos neurones fonctionnent plus ou moins bien. Euh, de mon côté, au niveau de l'accompagnement, c'est plus sur comment le cerveau fonctionne, comment il va créer ses pensées, ses croyances, comment il va les emmagasiner euh, en fonction de tout ce qu'il a pu recevoir comme stimuli extérieur, comme information extérieure, et de comprendre comment on peut justement switcher toutes ces croyances grâce à des techniques qui vont faire travailler certaines zones du cerveau en même temps, et donc faire en sorte que sous ces croyances limitantes, donc ces fameuses croyances qui nous tirent vers le bas, puissent être switchées et remplacées par des croyances qui cette fois-ci vont être ressources, et ça va du coup agir sur notre comportement. Euh, pour donner un exemple de cette fameuse chaîne, si on a certains résultats, c'est parce qu'on a eu un comportement qui est arrivé à ce qui nous a amené à ce résultat. Euh, si on a ce comportement, c'est parce qu'en fait, on a eu des émotions qui nous ont fait se comporter de telle manière. Et ces émotions, elles sont issues de nos pensées, et nos pensées sont issues de nos croyances. Et c'est ces fameuses croyances qu'on va aller chercher en fin de compte. Euh, si je crois que je suis timide, eh bien, je vais penser que je ne suis pas capable de faire une interview, de faire une conférence. Donc, si jamais on m'oblige à faire cette interview, cette conférence, eh bien, je vais prendre peur en fin de compte. Je vais pas me sentir bien. Je vais avoir des palpitations. Donc, je vais me comporter de manière
assez peu sûr de moi, je vais peut-être être rouge, je vais peut-être bafouiller. Euh, En tout cas, je vais faire en sorte que le résultat de cette conférence, de cette interview, va pas être terrible. Et donc, ce résultat va venir renforcer ma croyance que je suis timide, donc je ne peux pas faire ce genre d'activité. Et on se retrouve dans cette boucle-là. Et les neurosciences, en fait, vont faire en sorte d'aller couper cette boucle-là pour en faire une beaucoup plus ressource. Un cercle vertueux. Voilà, on va passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Ok. Alors, pour rappel, les croyances limitantes, c'est ce qui va nous freiner dans nos objectifs, ou pas forcément dans nos objectifs, mais dans nos activités de tous les jours. Typiquement, pour donner un exemple, les personnes qui peuvent avoir un exemple parmi tant d'autres, se dire je passe pas sous un échafaudage, ben ça c'est une croyance limitante. Ou voilà, il y en a encore plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut citer encore comme croyance limitante? Des croyances limitantes qui sont très classiques. Souvent, c'est je suis nul en maths. Voilà, c'est une croyance limitante. Je ne peux pas faire de vidéo. Voilà, je suis incapable de faire une interview. Voilà, c'est une croyance limitante. En fait, dès l'instant qu'on a le je ne peux pas ou je ne sais pas ou je suis incapable, on est dans une croyance limitante. Merci pour ce beau résumé, c'est très clair. Et la croyance ressource, c'est les capacités qui sont en nous pour aller justement surmonter, bah ouais, bah je peux faire une vidéo, quelle capacité que j'ai en moi, quel potentiel qui va m'aider à réaliser cette vidéo et tout autre. Ok, Mm. merci pour ta présentation, Christophe. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire justement quels sont les enjeux que vous rencontrez, les personnes que tu peux rencontrer euh, entre le temps et l'argent? Alors, effectivement, il y a vraiment des enjeux entre ces deux concepts. Le premier enjeu, ça va être que, en fonction de notre relation à l'argent, ça va nous prendre plus ou moins de temps. Notre relation à l'argent va soit nous économiser du temps, soit nous en faire perdre en fin de compte. Par exemple, si dans ma relation à l'argent, j'ai une peur de manquer, euh, donc si j'ai une peur de manquer, ça veut dire que je vais peut-être pas forcément chercher des tarifs qui sont très hauts. Donc je vais plutôt avoir des prix bas pour pouvoir attirer plus de clients en volume en fin de compte. Sauf que du coup, comme on est en volume, eh bien, ça augmente notre temps qui va être consacré à toute notre production. Et du coup, au niveau du temps restant sur d'autres domaines comme la formation, comme la prospection, ou même sur notre domaine de vie privée, va être de plus en plus faible. Au plus, on va diminuer nos tarifications pour pouvoir s'assurer d'avoir un minimum de clients. Ok, c'est clair. Et quelles vont être les croyances dans cet exemple que tu nous as donné là? Quelles croyances limitantes qu'on peut identifier? Alors, les croyances limitantes, ça va être par exemple que je ne mérite pas de gagner plus d'argent. Ça peut être une des croyances limitantes. Ou le fameux syndrome de l'imposteur, qui est là, qui est un peu différent du je ne mérite pas, ça va être je ne suis pas légitime pour demander autant d'argent. Ça peut être la notion de peur du manque toujours, qui va être que je ne vais peut-être pas avoir assez d'argent pour, euh, pour mon avenir. Donc ça va être cette notion d'insécurité, de se sentir systématiquement en insécurité. Euh, on peut avoir aussi cette croyance que les riches sont des escrocs. Mhm. Donc, si les riches sont des escrocs pour moi, je ne vais surtout pas vouloir être riche. Donc, je ne vais pas pratiquer des tarifs élevés, ou en tout cas, je vais éviter d'avoir trop d'argent. Mhm. Ok. Donc, on va se retrouver dans le volume encore une fois. Donc, on va manger du temps. Mhm. J'en vois une aussi en lien avec ce que tu as partagé, c'est je ne sais pas vendre ou je n'aime pas vendre. Ça, je l'ai Ouais. souvent entendu de la part de certains de mes clients. Alors que un partage, globalement, je pense quand quelqu'un fait quelque chose avec son cœur et que c'est pas un vendeur, bah il vend pas. Après, on n'est plus dans la technique parce que il y a des personnes qui vont faire peut-être l'amalgame entre euh, vendre la technicité de la vente et puis pouvoir fixer des tarifs et être à l'aise avec l'argent. Il y a des personnes qui vont pouvoir se dire, bon, ok, comme tu expliquais, euh, par exemple, ben, deux personnes. Par exemple, si on prend nous deux, peut-être que toi, ta tarification, elle est très haute et la mienne très basse. Et
l'essentiel, c'est que ce soit OK pour chacun d'entre nous. C'est pas parce que toi, tu auras fixé des tarifs qui seront beaucoup plus élevés que moi, qui voudra dire que j'ai moins de valeur et tout autre. C'est que chacun doit être OK avec sa tarification. C'est pas là, on n'est plus dans ce coaching d'avoir un besoin de coaching de l'argent. Est-ce que je dis juste? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je dis souvent. Déjà, pour chaque prix, il y a un client. Déjà une première chose, parce que souvent on se dit, si j'ai un prix qui est trop haut, je vais pas avoir de clients. Mais parfois, en ayant des prix trop bas, on n'a pas de clients non plus parce que c'est pas adapté à notre cible. Et effectivement, c'est pas une notion d'avoir des offres qui sont à les fameux high ticket ou des offres qui sont beaucoup plus basses en termes de tarifs. C'est qu'est-ce que moi je mets dans ce prix, quelle est la valeur que je mets dans ce prix-là, et partant de là, dès l'instant que la valeur par rapport au prix est OK, c'est un bon prix. Donc, et si je suis OK entre la valeur que je mets dedans et mon prix, je vais beaucoup plus facilement pouvoir vendre. Parce que je serai ancré, j'incarnerai mon offre, la valeur de l'offre et le prix qui est fixé par rapport à cette valeur. Ce que j'ai identifié souvent des personnes que j'ai pu rencontrer et accompagner dans ce type de problématique parfois, c'est qu'elles n'avaient pas non plus défini leur offre de service. Ce qui fait que finalement, il pouvait y avoir ça, et puis après, il y a peut-être d'autres sujets dont on parlera. Mais c'est vrai que si tant que c'est OK pour nous, je pense, personnellement, bah après, on peut y aller, c'est plus trop une croyance limitante, en fait. Se dire, bon, ben, Ouais. je suis OK, soit de faire gratuitement, ou soit de faire à cette tarification-là, quoi. Après, c'est à chacun d'aller à son rythme, je dirais. Petit Ouais, pas tout à par fait. petit pas. Ouais. Ouais. Je te rejoins tout à fait sur la notion de j'ai mon offre de tarif, elle est définie. C'est la première chose en fait, c'est d'arriver à vraiment définir son offre de tarif, puisque tant qu'elle n'est pas vraiment définie, on n'est pas forcément vraiment aligné avec, et donc on n'est pas au clair avec nos tarifs. Et quand on va énoncer nos prix, là, ça devient compliqué. Ben oui, là, la personne peut commencer à trembler, à avoir de la sueur. La personne, son client en face de lui ou le prospect va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ou il va se dire que la personne n'a même pas osé proposer une tarification. Voilà, il peut y avoir plein de langages, de signaux qui sont pas bons à renvoyer. Bon, pour moi, c'est beaucoup plus simple de le faire parce que avant de faire ce métier, j'étais cadre commercial dans la tech. Donc j'ai toujours été à l'aise avec l'argent, avec le rapport à l'argent entre guillemets. J'ai toujours eu à faire avec l'argent, soit depuis que je travaille, puisque je devais vendre soit des services ou des prestations ou des offres ou des produits. Non, des produits non, mais des services. Ok. D'où viennent ces croyances? Alors, sans trop de mystère, pour 80-90% de ces croyances, elles viennent en fait de notre histoire avec l'argent, donc de notre enfance. Ça va être tout ce qu'on a pu entendre dans notre enfance, des fameuses injonctions qu'on a pu entendre du type il faut travailler dur pour gagner de l'argent, on n'a rien sans rien, l'argent ne pousse pas sur les arbres, ou ça peut être aussi tu seras toujours qu'un panier percé, ou tu ne sauras jamais gérer quoi que ce soit. Ça peut être également les riches sont des escrocs, les pauvres sont des feignants. Voilà, toutes ces injonctions déjà qu'on a pu entendre dans notre enfance, plus toutes les expériences qu'on a pu voir au travers de nos parents ou autorités éducatives, ça va être la façon dont eux-mêmes, euh, leur propre relation à l'argent, donc leur propre comportement, et puis ça peut être également des expériences qui, pour un enfant de 2-3 ans jusqu'à 7-8 ans, peut être traumatisant, il y a pu y avoir un conflit dans la famille où l'argent était au cœur du conflit. Ça peut être un divorce, ça peut être des successions. Donc ça, pareil, ce sont des expériences qui vont dire que si je prends l'exemple de la succession, où toute la fratrie s'est entre-déchirée par rapport pour avoir un bout de l'héritage, eh bien, et que ça a pu vraiment causer des clashs au niveau de la famille, eh bien, ça peut être engrammé dans notre esprit. L'argent, c'est source de conflit. Donc moi, je n'en veux pas. Parce que si j'ai de l'argent dans le coin, je vais être source de conflit. Donc, je vais repousser au maximum l'argent. Donc ça peut être donc voilà, à la fois des injonctions qu'on a pu recevoir, des expériences traumatisantes dans notre enfance, et puis il y a ce côté aussi transgénérationnel qu'on pense pas forcément,
qui est que on s'aperçoit souvent qu'un événement va se répéter de génération en génération, ou une croyance se répète de génération en génération. Mhm. Et par exemple, il peut y avoir des faillites qui sont de génération en génération. Et on s'aperçoit que par loyauté à cet événement, eh bien, on va reproduire le même événement. Donc, c'est vraiment pour la quasi-totalité de des croyances, c'est vraiment dans notre enfance. En neurosciences, on dit toujours que 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été, voilà, on les a reçues de nos parents et autres autorités qu'on a pu avoir dans notre enfance. Ok. Et comment justement tu peux nous expliciter comment ces blocages ils vont affecter sa capacité à valoriser ses offres de service? Alors, ils vont nous impacter parce que justement, on se met des plafonds de verre, en fin de compte, qui c'est cette espèce de limite inconsciente de laquelle on ne peut pas aller parce que notre inconscient, vraiment tout se passe dans l'inconscient. Dans notre inconscient, si on dépasse cette limite, il y a un danger. On risque quelque chose pour en tout cas notre inconscient, qui est très grave. Donc, ça va placer ces espèces de plafonds de verre qui vont être là, notamment un plafond de revenus. Si je dépasse un certain revenu, il va se passer quelque chose qui est pas bon. Peut-être que par loyauté envers mes parents, je ne peux pas gagner plus qu'eux. Si je gagne plus que mes parents, en fait, c'était comme si j'avais une sorte d'irrespect derrière et je vais perdre leur amour, je vais perdre leur confiance. En tout cas, je risque de perdre quelque chose de très, très important. Mhm. Donc, ça peut être, voilà, ce type de plafond de verre, ça peut être aussi un plafond de verre de fortune. Mhm. C'est un peu comme le plafond de verre de revenu, puisqu'il y a cette notion aussi de ce qu'on peut gagner. Mais voilà, c'est un peu différent, dans le sens où si je gagne plus que, ou si je reçois plus qu'un certain montant, je vais passer pour quelqu'un de riche. Et peut-être que dans ma famille, les riches, mais ils sont pas bien vus. C'est peut-être des pauvres dans ma famille, c'est peut-être des escrocs, c'est peut-être des profiteurs ou autres. Euh, et moi, donc, si jamais je dépasse ce plafond que je me suis fixé, parce que pour moi, si je dépasse ce plafond, je deviens riche, eh bien, encore une fois, je vais être déloyal envers ma famille. Et je risque de perdre leur amour, je risque d'être rejeté, d'être sorti du clan. Donc, je vais m'auto-saboter. Mhm. Donc c'est souvent lié à à des ancrages, comme tu disais, culturels ou éducatifs. Ouais, Ok. ouais. Et comment on peut écraser ce type bah, déjà en prendre conscience? Est-ce qu'on Oui, des personnes c'est la qui première chose. ouais. Effectivement, c'est la première chose, parce que tant qu'on n'a pas conscience, on ne peut rien changer. Donc, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Alors, c'est un peu compliqué d'en prendre conscience en se regardant soi, parce que c'est quelque chose qu'on a assez rarement l'habitude de faire. Par contre, il y a une technique qui est vraiment simple à mettre en place et qui est très impactante, c'est d'aller voir chez les autres ce qui nous agace profondément. Et ce qui nous agace profondément chez l'autre, c'est ce que chez nous, on n'a pas accepté. Donc, si, par exemple, je suis profondément agacé que mon collègue, mon voisin, mon frère ou autre arrive à gagner de l'argent, mais tranquille, sans avoir à se fatiguer, sans avoir à mouiller la chemise, comme on dit, ça m'agace parce que voilà, c'est de l'argent facile. Je ne comprends même pas qu'il puisse être heureux comme ça. Bien, ce comportement agaçant, je vais venir me regarder moi du coup en disant mais pourquoi en fait ça m'agace? Ah, peut-être parce que dans ma croyance, pour pouvoir gagner de l'argent, ben, il faut se saigner, il faut souffrir. Et cette croyance-là, cette croyance-là qu'on monte à la conscience de la deuxième étape, ça va être ok, est-ce que cette croyance, elle m'aide ou est-ce qu'elle est en train de me tirer vers le fond? C'est la deuxième étape qui est là. Donc, première étape, j'en prends conscience en regardant les autres. C'est une technique qui permet de le faire assez facilement. Ensuite, bah, justement, je me pose la question, est-ce que moi, ma propre croyance, elle m'aide, auquel cas, tant mieux, je vais la conserver. Et bon, l'idée, c'est de se poser cette question de manière honnête, en fin de compte. Ou est-ce qu'elle n'est pas en train de me tirer vers le bas?
Et si elle est en train de me tirer vers le bas, c'est la troisième étape. Qu'est-ce que je peux faire pour la changer, pour la switcher? Bravo. Tout à fait, bravo. C'est très, très beau partage et très belle pépite. Ça résume un peu ce que je fais, pareil, c'est différemment. C'est d'où me vient cette croyance? Est-ce qu'elle m'est utile? Ou est-ce qu'elle me retire de l'énergie? C'est la même chose. Et qu'est-ce que je veux à la place? Donc ça c'est vraiment une première pépite belle pépite, je dirais qu'on vient de partager là. Euh, et ça, tu le rencontres, la plupart de tes clients, à 100%, c'est des entrepreneurs ou également t'as quelques particuliers qui peuvent venir te voir. Alors, aujourd'hui, ceux qui viennent à moi sont les entrepreneurs parce Ouais. qu'effectivement, ma communication est plus orientée entrepreneur. Je peux avoir des particuliers qui viennent à moi, ça c'est OK aussi. Parce que, encore une fois, l'argent est dans tous les domaines de vie et dans quelques activités qu'on soit salarié, étudiant, fonctionnaire, ouvrier, entrepreneur ou autre. L'argent est partout. Donc, ça l'avantage, c'est que je peux aider tout type de catégorie. Euh, alors, dans les salariés, ceux qui pourraient facilement venir à moi, ce sont ceux qui vont faire une reconversion, justement. Parce qu'on va partir de ce mindset de salarié, où, de manière schématique, un peu, voilà, je vais peut-être un petit peu caricaturer, mais c'est j'ai un salaire qui me tombe en fin de mois, il est là, et je sais qu'il est là, quoi que je fasse, sauf évidemment une faute grave ou autre, La zone de en confort, tout cas, quoi. il est là. Donc en fait, l'argent vient à moi, j'ai pas besoin d'aller le chercher. Moi, je donne de mon temps, on va revenir sur la notion de temps, moi je suis en train de vendre de mon temps à mon patron pour qu'il me donne de l'argent en échange. Donc il y a, c'est pas l'argent qui est en cause, c'est le temps que je vais donner. Alors que quand on passe du côté entrepreneuriat, cette fois-ci, il va falloir aller chercher l'argent en fin de compte, en allant chercher des clients. Donc on est plus sur le même mindset on pourrait dire attentiste, on va aller plutôt dans le proactif. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'on passe d'un côté qui est très sécurisé financièrement à un autre côté où là, bien, il n'y a aucune visibilité, en tout cas, il n'y a aucun contrôle sur cette sécurité financière. Tout à fait. Là, c'est tout un paradigme qui change. Parce que Ouais. là, comme tu disais, tu passes du côté de l'entrepreneuriat et même l'entrepreneur qui est entrepreneur depuis 10 ans, voire plus, voire un peu moins, il y a des choses encore dans son environnement qu'il ne connaît pas encore, qu'il aimerait bien peut-être, mais qu'il n'a pas encore exploré. Euh, Sa santé au travail, par exemple. Parce que effectivement, là, on parle de gestion du temps, on parle d'argent, mais il y a également son rapport à soi. Et bon, ça viendra juste après, c'est la transition que je vous confère tout à l'heure sur son estime de soi par rapport à l'argent, par rapport au temps. Mais aller vendre une prestation, sortir du salariat et devenir entrepreneur, c'est un tout autre métier. Ben, c'est déjà comment je construis une offre de service. Est-ce que comment je vends mes produits ou mes services? Est-ce que je suis à l'aise, comme tu le disais tout à l'heure, pour aller les vendre? Est-ce que je suis à l'aise pour me vendre aussi? Ma légitimité peut venir cette problématique du syndrome de l'imposteur. Et puis là, comme je disais tout à l'heure, c'est son rapport à son estime de soi. Ça, c'est quelque chose que tu dois rencontrer également. Oui, tout à fait. C'est 100% des cas, en fin de compte. Ouais. À un moment donné, on va aller sur l'estime de soi. Puisqu'en fin de compte, l'estime de soi, on pourra en parler dessus, c'est notre capacité à recevoir déjà l'estime de soi. Je le compare souvent à une sorte de vase. On a un vase d'une certaine taille, on a tous ce qu'on appelle une norme financière en fin de compte. On a ce vase qui est lié à notre estime de soi et nous ne sommes capables de recevoir que ce que l'on se croit capable de recevoir. Et la capacité à croire recevoir va être liée à l'estime de soi. Plus mon estime de soi est basse, moins je vais me sentir capable de recevoir. Ok. Alors, justement, oui, je disais, comment le manque d'estime de soi, il peut influencer la façon dont on va gérer notre temps et l'argent? Alors, de beaucoup de manières, en fin de compte, et c'est un point qui est très, très impactant, en fait, cette estime de soi. Alors, sur plusieurs plans. Le premier, c'est que si j'ai une faible estime de moi, ça veut dire que j'ai peu d'estime sur la valeur que j'apporte. Donc, il va y avoir de ce côté-là cette notion de syndrome d'imposteur qui peut entrer en jeu.
qui fait que je vais avoir du mal à vendre, en fin de compte. Et si j'arrive à vendre, je vais avoir du mal à vendre à des tarifs assez hauts, ce qu'on disait un peu avant. Donc, je vais me baser sur du volume, un maximum de volume. Donc, ce qui dit volume dit forcément augmentation du temps passé dessus pour pouvoir atteindre l'objectif en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus, et tout simplement parfois uniquement pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir continuer son activité. Ça va jouer également sur notre capacité à recevoir de l'argent. Parce que notre estime de soi, c'est encore une fois, pour donner une définition peut-être plus complète de l'estime de soi, c'est comment je me vois et si j'aime ce que je vois ou pas. Donc, si j'aime pas, donc comment je me vois, si je me vois petit, si je me vois de faible valeur, je vais avoir du mal à recevoir des choses. Je vais avoir du mal à recevoir de l'argent, effectivement, mais toute autre chose aussi, je vais avoir du mal à recevoir des compliments. On remarque souvent que quelqu'un qui a du mal à recevoir de l'argent, il va avoir du mal à recevoir des cadeaux, il va avoir du mal à recevoir des compliments. En fait, il va avoir du mal à recevoir. Donc, c'est un canal qui est très serré. Et le problème, c'est que si j'ai du mal à recevoir, ben, c'est un peu comme un vase. Si le vase il est vide, je vais rien pouvoir donner à côté de moi. Donc, au plus bas je reçois, au plus compliqué ça va être de donner derrière. Au départ, j'ai beaucoup donné. Donc là, quelqu'un qui a en fait l'estime de soi va également beaucoup donner pour pouvoir acquérir de l'amour. L'amour qu'il n'a pas en lui-même, qu'il n'a pas soi-même, et ben il va essayer de le chercher ailleurs. Donc, une des manières de le chercher ailleurs, c'est de donner, de donner, de donner. Ça va être souvent donc, aussi Pardon, je t'en prie. Donc c'est ça, c'est donner, donner. Donc, eh bien, prendre beaucoup de temps pour donner aussi et beaucoup d'énergie. J'entends parfois aussi des personnes qui vont pouvoir dire je mérite pas, je mérite pas ça, ou je ne vaux pas ceci, je ne veux pas cela. Comme pour revenir à ce que tu partageais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont de leur éducation, une éducation très sociale, très solidaire. Donc, et aujourd'hui, peut-être qu'elles ont envie de gagner beaucoup plus d'argent. Donc là, il va y avoir un conflit de valeurs entre l'éducation qu'elles ont reçue et celle qu'elles veulent être. Justement, dans les situations que tu as présentées et celles que j'ai présentées, quels vont être les premiers pas à entreprendre pour développer une attitude plus positive envers soi? Alors, le premier pas que je donne toujours, et je donne toujours le même exercice à mes coachés, ça va être de travailler sur soi et son rapport à soi. Vraiment, avant de se baser sur le rapport aux autres, le rapport à l'action, ça va être le rapport à soi et de se redécouvrir. Parce que très souvent, on ne se connaît pas vraiment. Alors, on peut se redécouvrir de différentes manières. L'une des manières, c'est d'aller demander aux autres, à des personnes évidemment qui sont bienveillantes, d'aller leur demander, voilà, pour quelle raison, par exemple, tu me recommanderais particulièrement, ou quelles sont mes plus belles qualités, dans quoi tu me trouves compétent. Déjà, ça permet d'avoir des informations qu'on ne voit pas nous forcément. Le deuxième exercice que je fais faire systématiquement, parce que justement, ça va augmenter notre estime de soi, c'est d'aller lister tous ses succès. Tous ces succès, alors ça va travailler sur la confiance en soi, qui est une des composantes de l'estime de soi. C'est pas forcément j'ai eu tel diplôme, j'ai gagné tel concours, j'étais médaillé olympique. Ok, ce sont des très beaux succès, mais l'exercice va être d'aller lister tous les succès que j'ai eus depuis ma naissance, toutes les victoires, petites et grandes, depuis ma naissance. Quand je dis victoire, ça peut être simplement, déjà je suis né, c'est quand même une sacrée victoire, c'est un premier succès à célébrer. Ensuite, je me suis remis sur le ventre, j'ai relevé la tête, je me suis mis à quatre pattes, j'ai commencé à marcher. Ne serait-ce que pour avoir la station debout, un enfant, je crois, retombe sur ses fesses à peu près entre 2500 et 3000 fois avant de vraiment être en station debout correcte. Autant dire qu'à cette époque-là, on avait une sacrée estime de soi parce qu'on aurait pu se dire, au bout de 10 fois, c'est bon, là, je reste assis, ça se passera comme ça le reste de ma vie. Donc là, on n'avait pas ce même problème d'estime de soi à cette époque.
Et donc, de faire tout ça, j'ai appris à faire mes lacets, j'ai appris à faire du vélo. Voilà. On y va de mini-victoire en mini-victoire, mais pas simplement en les listant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je note une victoire, je me pose la question, je vais vraiment en conscience, je me pose la question, quelles étaient mes qualités, mes capacités qui m'ont permis d'arriver à cette victoire-là? Et qu'est-ce que j'en ai ressorti comme nouvelle qualité, comme nouvelle compétence, comme nouvelle technique ou autre? Et en faisant ça, eh bien, on finit par s'apercevoir qu'effectivement, on en a un paquet de qualités, un paquet de compétences, et on a fait un paquet de succès. Et ça remonte l'estime de soi. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, la compétence que je relève, une des compétences que je relève dans ton partage, pour compléter, c'est le courage et la persévérance. Et souvent, en accompagnement, quand je demande à des personnes, ben, allez-y, listez l'ensemble de vos compétences, ce qui est légitime, les gens n'y arrivent pas. Je dis c'est légitime parce que moi-même, quand j'ai commencé, je me suis lancé dans le développement personnel, je devais lister l'ensemble de mes compétences. Au bout de 5, je me suis dit, oh ben là, c'est bon, là, ça suffit. Et il fallait continuer. Et là, j'ai vu vraiment ce que c'était. Et aujourd'hui, je pense que c'est très bien d'avoir un feedback de ses proches, c'est ultra important, mais comme je dis souvent, il y a toujours cette zone aveugle qu'on ne connaît pas de soi. Mais c'est aussi bien de le faire de soi-même, parce que si on remplit pas ce réservoir de l'estime de soi, on aura du mal à prendre confiance. Et ce qui est sous-jacent à la confiance en soi, c'est l'estime de soi. C'est comme tu dis, d'aller célébrer. Ok, je reconnais telle victoire, je la célèbre. Par exemple, si je prends mon expérience, je vais célébrer. Moi, j'aime beaucoup la nourriture, donc je vais manger, je vais me commander mon plat, je vais aller manger au restaurant, je vais partager du temps avec mes proches, je vais me faire des kiffs. C'est d'aller kiffer. Et là, vous allez voir, vous allez commencer à prendre de la valeur. Et ensuite viendra cette confiance en soi tout naturellement. Ok. Est-ce que tu voulais partager autre chose par rapport à... Oui. Par rapport à l'estime de soi, alors il y a une autre technique aussi qui permet de pouvoir augmenter progressivement son estime de soi. Parce que très souvent, quand on a une estime de soi qui est assez faible, ou en tout cas qu'on aimerait augmenter, on se met des plafonds. Donc, parfois des actions qu'on n'ose pas parce qu'on estime qu'on n'est pas capable de. Mais très souvent, c'est des actions qui paraissent peut-être anodines pour nous, mais qui pour notre cerveau est quelque chose qui est un challenge complet. Je donne un exemple tout simple. L'action, ça va être de prendre mon téléphone et d'appeler tel entrepreneur, telle association ou autre pour me présenter. Ça paraît une action qui est simple. Je prends mon téléphone, je fais le numéro et je compose et j'appelle. Sauf que pour notre cerveau, c'est déjà quelque chose qui est immense si on a une estime de soi qui n'est pas très haute. Donc l'idée, ça va être, je vais décomposer cette action en plus petites actions jusqu'à trouver ce fameux premier petit pas, le plus petit pas possible, qui est impossible à échouer. C'est en gros cette fameuse expression, comment est-ce que je mange un éléphant? Petit à petit. À la petite cuillère. C'est toujours un mammouth, ça se mange toujours à la petite cuillère. Voilà, aussi. La mère spirituelle. Okay. Donc l'idée, c'est d'aller prendre le plus petit pas possible, qui est impossible à échouer. Et donc du coup, on va avoir un succès. Et ce succès-là, eh bien, je vais le célébrer. Pour passer au deuxième pas et au troisième, mais à chaque fois, en faisant une célébration à chaque pas. Peut-être que le premier pas, c'est de se dire, OK, je prends une feuille et je note ce que je vais poser comme question. Alors, voilà, qui va me répondre? Si c'est la secrétaire qui me répond, qu'est-ce que je dis? Comme ça, au moment où je prends mon téléphone et que j'ai listé les différentes possibilités, si c'est la secrétaire qui répond, je sais déjà comment lui répondre. Si c'est quelqu'un d'autre, je sais aussi. Donc, j'ai passé un pas et je me sens plus en confiance pour aller plus haut. Donc, c'est ce petit pas ce plus petit pas possible qui est vraiment très, très impactant et nous permet d'augmenter notre estime de soi aussi. Décomposer, quoi. Quels sont les signes révélateurs d'une estime de soi insuffisante? Alors, déjà, les signes révélateurs, ça va être cette incapacité à passer à l'action. C'est la première chose. C'est la procrastination. Pour faire simple, c'est cette fameuse procrastination. Ça va être aussi cette habitude de toujours vouloir faire mieux, le fameux soit parfait. Mais je peux pas donner je sais pas, j'ai
J'ai un contrat, je dois rendre quelque chose, je ne peux pas le donner tant que je ne l'estime pas parfait. Et donc, je vais aller chercher vraiment chaque détail en me disant non, ça, c'est pas encore assez parfait, je ne suis pas suffisamment sûr de ce que je viens de donner. Donc, je vais aller le reprendre encore et encore, ce qui fait qu'au bout d'un moment, soit on a mangé énormément de temps pour un résultat qui n'est pas forcément à notre hauteur, et potentiellement, ça peut agacer la personne qui attend le résultat. Il y a toujours cette notion de driver, de toute façon, dans la gestion du temps. Ouais. Et je dirais même alors peut-être que ça se traduit différemment dans l'argent, mais quoi qu'il arrive, dans les drivers, comme on disait sur le premier épisode, sur les risques de la gestion du temps, c'est des injonctions qu'on a reçues de notre éducation qui font que, par exemple, si je reprends ton exemple pour le soi parfait, quelqu'un, on lui demandait toujours de rendre un travail soigné, précis, alors que la perfection n'existe pas. Et il a grandi avec ce driver. Et aujourd'hui, il se construit avec. Typiquement, moi, je me posais la question l'autre jour, mais quel était mon driver en gestion du temps et pour quelle raison je pouvais être parfois, c'est quoi le mot oui, le fais vite. Moi, je suis un fais vite. Parce qu'en créole, on dit souvent, dépêche-toi, dépêche-toi. Ça veut dire dépêche-toi. Et donc, c'est peut-être pour ça que parfois, je peux être impatient voilà, on a tous des drivers et c'est important de pouvoir identifier quel est notre driver pour pouvoir justement aussi temporiser, quoi. Ça va aussi avec la connaissance de soi, quoi qu'il arrive, finalement, être humain, c'est important d'apprendre à qui nous sommes pour devenir sur une autre version qu'on veut devenir, mais qui soit OK avec nous. C'est pas devenir la meilleure personne que nous sommes, mais quelque chose qui soit plus confortable pour nous. Okay. Tout à fait. La première chose que j'ai eu comme information dans ma formation de coach, c'est avant de vouloir rendre les gens meilleurs, commencer par les rendre heureux. Comment les croyances limitantes et l'estime de soi peut-elle impacter sa gestion du temps? Justement, en perdant du temps, parce que notre estime de soi nous empêche, par exemple, de demander de l'aide. Donc, comme je ne demande pas d'aide, je vais faire ça tout seul. C'est les fameux self-made men, self-made women. Et donc, si je fais ça tout seul, ça va énormément manger sur mon propre temps. Et donc, ça va également manger sur ma capacité à recevoir de l'argent, puisque pour un temps, il va falloir un temps plus long pour recevoir autant d'argent. Donc, au plus mon estime de soi va être élevée, au plus je vais avoir cette capacité de demander de l'aide, cette capacité de déléguer que je n'ai pas forcément aujourd'hui, et donc cette capacité à utiliser le temps d'autres personnes pour que moi je puisse utiliser mon propre temps de manière plus valorisante. Ok. Et quelle suggestion tu peux faire à nos auditeurs qui se trouvent dans ce type de situation? Déjà, de se rendre compte, encore une fois, on revient sur toujours cette notion de conscience, de se rendre compte du temps passé sur notre activité, alors sur l'activité professionnelle, mais ça peut être également à titre personnel. Donc, de se rendre compte, est-ce que le temps que je passe maintenant, est-ce que c'est du temps qui est valorisé, ou est-ce que je ne suis pas en train de procrastiner? C'est la première chose. Encore une fois, tant qu'on n'a pas conscience, on ne peut pas changer les choses. Et ensuite, ça va peut-être être justement de calculer, en fin de compte, le coût du temps que je passe à faire quelque chose que je pourrais déléguer, du coût de ma procrastination. C'est-à-dire que si je continue à procrastiner, à ne pas oser faire certaines choses, où est-ce que je vais, en fin de compte? Qu'est-ce qui va quelle est la destination finale? Donc, c'est vraiment cette notion-là de prise de conscience et quelles en sont les conséquences pour pouvoir mettre en place des actions précises qui vont être peut-être tout simplement déjà de se faire un calendrier. Souvent, il n'y a pas forcément de calendrier, il n'y a pas de... On n'a pas vraiment mis je reprends.
Ça peut être déjà simplement de se faire un calendrier, parce que assez fréquemment, en fin de compte, quand on commence le matin, on ne sait pas forcément tout ce qu'on va faire dans la journée. Et si on ne sait pas ce qu'on va faire dans la journée, c'est là que peut justement intervenir la procrastination et cette fuite de temps qui en même temps est une fuite d'argent. Globalement, moi, l'outil que je vois qui peut aider là-dessus, c'est l'objectif SMART. Si tu poses tes objectifs SMART par rapport à ce que par rapport à, si on parle de rapport à d'argent et le temps, ok, tu te lances en tant qu'entrepreneur ou c'est un problème personnel de ta vie personnelle, ok, qu'est-ce que tu veux dans cette situation? Tu poses un objectif très spécifique, du S, du SMART, mesurable. Ok, ben, bon, d'ici la fin de l'année, je vais atteindre n'importe quoi. Si j'ai un rapport avec l'argent qui est difficile et j'ai du mal à peut-être à me valoriser, ben, je vais pas mettre un objectif qui soit inatteignable. Donc, je veux fixer un objectif qui soit mesurable dans le temps et atteignable, réalisable. Et je pense à célébrer à chaque fois. Donc, vraiment, l'utiliser, cet objectif, cet outil du SMART, ça peut aider énormément et prioriser par rapport à cet objectif. Tu as défini ton offre de service, ok, qu'est-ce qu'elle comprend dedans? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je suis OK pour pouvoir dire non ou non. Après, ça, c'est d'autres travails qui se mettent derrière. Mais déjà, on va commencer par ce que on a partagé. C'est déjà pas mal. OK. Tu voulais rajouter quelque chose, Christophe, par rapport à... Alors, par rapport à l'objectif, par rapport à l'objectif SMART, effectivement, alors on rajoute toujours, en tout cas, je rajoute toujours 2 lettres, qui est le E et le F. Le E pour écologique, dans le sens il faut que mon objectif il soit écologique pour moi, et le F du fun, parce qu'un objectif qui est sur lequel on va traîner les pieds, c'est pas top, quoi. Donc faut que ça soit fun. Plus c'est fun, le cerveau adore s'amuser en fin de compte. C'est le plaisir en fait cette dopamine qui est là. Donc ce côté plaisir est un fort moteur. Donc voilà, écologique et fun. Est-ce que tu as des exemples d'histoires de réussite de tes clients qui ont transformé leurs croyances limitantes et leur estime de soi? Oui, tout à fait. Et un exemple justement où on a à la fois cette notion de croyance limitante sur l'argent qui impacte également le temps, d'un business coach qui avait pour croyance qu'il fallait travailler dur et tout le temps en fait pour gagner de l'argent. Et donc il reportait ce même modèle pour ses clients, ses coachés. Il leur expliquait ce modèle de, bien, il faut se retrousser les manches et on n'a rien sans rien. Donc, c'est du H24, je vais travailler pour pouvoir avoir ces fameux résultats. En travaillant ensemble, il s'est aperçu qu'effectivement, eh bien, c'est son unique comment dire, activité, c'était son travail. Et donc, c'était au détriment de tout le reste, et notamment sa vie personnelle et ses propres hobbies, ses propres loisirs. Donc, en travaillant ensemble sur cette croyance qu'il faut travailler dur et tout le temps pour gagner de l'argent, pour lequel c'était pas forcément si ressource que ça, on a fait en sorte qu'ils prennent du temps. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui ai simplement dit, tu fais ce que tu veux pendant 4 jours, 6 jours sur 7, mais il y a une journée que tu prends pour toi, tu stoppes tout et tu prends pour toi, tu reviens à toi en fin de compte. Et en disant, voilà, il y a peut-être des choses que tu aimes, que tu aimais, que tu te fais plus maintenant parce que tu n'as plus ce temps-là. Et bien c'est ça, vas-y, on reprend. Et effectivement, il me dit, moi j'aime bien la musique, j'aime bien écrire. Je dis, prends ce temps, prends cette journée, je vais même autoriser une demi-journée, pas aller trop fort non plus, pour justement revenir à ses plaisirs. Eh bien, en remettant ça en place, il s'est aperçu en fin de compte que ses plaisirs, ses hobbies qu'il avait, ces autres qualités qu'il avait, en les ayant étouffées, ça avait impacté sur son activité. Et en les remettant à l'ordre du jour, eh bien, ça a changé complètement son approche de coaching. Ça a augmenté sa qualité de coaching en diminuant le temps passé dessus. Ok. Donc, alors, il n'est pas passé de 120 heures à 35 heures,
Mais voilà, il est peut-être passé de 120 heures à 60 heures, 70 heures, ce qui est énorme déjà, mais par rapport à lui, c'était déjà un gros écart. Et en diminuant ce temps, il a augmenté sa qualité et donc il n'a pas perdu du tout en termes de chiffre d'affaires. Comme ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a un objectif, c'est le découper en plus petits dénominateurs et le manger à la petite cuillère et pour arriver à son objectif final. J'en ai une que je veux bien te partager à nos auditeurs. C'est une architecte qui, justement, ça revient à ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, qui avait pourtant défini son offre de service, mais il y avait un peu ce sujet de confiance en elle qu'elle avait du besoin de développer. Et donc, elle proposait son offre de service à son client et elle se retrouvait pendant ses missions, et c'était pas la première fois, à ce que son client lui en demande plus. Et elle y allait, elle faisait plus, elle prenait sa voiture, elle faisait des kilomètres pour aller faire ses allers-retours, mais tout ça, c'était pas compté dans le chiffrage qu'elle avait donné à son client. Donc finalement, elle se retrouvait avec un gros delta entre le devis qu'elle avait fait et le devis final. Et elle n'osait pas dire à son client, ben oui, mais là, c'est pas compris dans le devis, quoi. Donc son problème, c'était de pouvoir dire non. Donc elle a commencé à apprendre à vraiment mettre un peu plus de cadre dans son offre de service, à pouvoir prendre du recul pour pouvoir dire non. Donc, OK, elle avait du mal à pouvoir dire non tout de suite. Donc, c'est de se dire, OK, elle prend la demande. Et puis après, elle dit, ben là, c'est pas compris dans la prestation. Je peux pas vous le faire, ou il faut que je refasse une autre évaluation. Et puis aujourd'hui, petit à petit, elle a réussi comme ça à mettre du cadre dans son note de service et à pouvoir s'affirmer un peu plus et à pouvoir dire non. Et aujourd'hui, elle est OK sur les prestations qu'elle vend et elle est OK pour facturer beaucoup plus. Elle avance à son. Génial. Ouais. Effectivement, la situation de pas à pas qui est toujours important. Si je reprends l'exemple que je donnais, c'était vraiment là, on était dans le fait des efforts en fait. Il fallait absolument faire des efforts pour pouvoir gagner sa croûte. Et donc, il fallait descendre le niveau de je fais des efforts jusqu'à ce que je puisse effectivement gagner de l'argent en me faisant plaisir sans forcément faire des efforts. J'avais un autre client, tu parlais d'architecte, moi j'avais un architecte d'intérieur qui était incapable de gagner de l'argent s'il faisait pas des efforts. C'est-à-dire que d'avoir des contrats faciles, c'était pas possible pour lui. Il pouvait, et c'était quelqu'un qui était extrêmement compétent dans son domaine, qui faisait des devis détaillés vraiment à la ligne, c'était impressionnant. Et donc, qui chiffrait de manière correcte, à peu près, son devis. Bon, je pense qu'il pouvait largement mettre un peu plus d'heures, mais c'était plutôt correct. Sauf qu'il ne pouvait pas penser que le prospect dise tout de suite oui. C'est-à-dire que si la personne disait oui tout de suite, ça allait pas. Ça allait devenir inconfortable. Donc, du coup, il rajoutait des prestations qui n'étaient pas forcément plus dans son domaine de compétences. Avec ce risque derrière de ne pas pouvoir satisfaire le client pour quelque chose qui au départ n'était pas prévu. Et donc, à la fois lui, être obligé d'aller dans quelque chose qu'il n'aimait pas, donc forcément de pas prendre de plaisir et de pas pouvoir peut-être proposer une prestation suffisamment de qualité, et risquer l'insatisfaction du client, et en plus perdre énormément de temps par rapport à ce qu'il a rajouté. Qu'est-ce que tu identifies comme driver qu'il avait ce client? Alors il avait deux drivers. Il avait le fait des efforts déjà. C'était ce principal driver, c'est faire des efforts. Je ne peux pas gagner quelque chose si je n'ai pas si je n'ai pas mouillé ma chemise. Voilà, c'est vraiment ce driver qui était assez fort. Le deuxième driver. Je t'interromps juste dessus. Je remonte par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les drivers, c'est des injonctions qui ont été reçues quand on était petit, sur lesquelles on a fondé notre expérience de vie. Voilà. Je te laisse reprendre pour que c'était pour les auditeurs. Ok, donc ces drivers, donc on appelle aussi des messages contraignants d'ailleurs. J'aime beaucoup ce côté français, message contraignant. Donc pour mon client, le principal message contraignant, le principal driver, c'était le fait des efforts. Je ne pouvais pas supporter d'obtenir quelque chose, de gagner sans avoir fait des efforts.
Le deuxième driver qu'il pouvait avoir, c'était le fait plaisir. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est d'aller au-delà même de la demande du client pour faire plaisir, pour inconsciemment, en fait, la contrepartie qui est recherchée, c'est recevoir de l'amour, en fin de compte. Donc ces deux drivers-là lui faisaient perdre énormément de temps, voire d'argent. Mmh. Mmh. Donc c'est important, je vous dirais, auditeurs, auditrices, identifiez vos drivers. Ça vous aidera à savoir qui vous êtes simplement déjà dans un premier temps. Et si vous voulez cheminer pour faire différemment, ça vous aidera aussi à comprendre comment vous fonctionnez. Et puis, vos drivers, ils peuvent être OK pour vous, hein. Moi, mes drivers, ils n'ont pas changé, sauf s'ils se sont atténués. Et d'en prendre conscience, ça permet de régler le curseur. Et puis de savoir ce que vous voulez faire avec ces drivers. Est-ce que c'est confortable ou pas pour vous? Effectivement, les drivers, en fin de compte, peuvent être à la fois ressources ou limitants en fonction des situations. Donc l'idée, c'est déjà de l'identifier. Moi, j'ai un driver soit parfait qui est assez haut. Je sais dans quelle situation où il est aidant pour moi, donc je vais l'utiliser au maximum. Maintenant, j'ai pris conscience dans certains cas où il était limitant, il me faisait perdre énormément de temps. Là, aujourd'hui, connaissant mon driver, c'est pour ça que c'est vraiment important, effectivement, comme tu dis, de connaître ces drivers. C'est de se dire, ah, ça y est, tu tombais dedans. Donc, pas de culpabilité, puisque de toute façon, c'est vraiment des messages qui sont ancrés. Donc, on ne peut pas les switcher, on ne peut pas les retirer, on ne peut pas faire un reset par rapport à ça. L'idée, c'est, OK, je sais que je l'ai, je m'en rends compte le plus rapidement possible. Et dès que je m'en rends compte, OK, est-ce que là, il est plutôt bon pour moi, pas bon, hein, c'est un peu comme les croyances, on disait tout à l'heure. Il est bon pour moi, c'est génial, je l'utilise à 100%. Ou non, là, il est en train de me faire perdre du temps, de l'énergie ou autre. Donc, OK, je stoppe, je le mets de côté et je change de comportement. OK. Est-ce que tu as une ressource, livre, musique, à nous partager avant qu'on se quitte? Alors, en termes de livres, j'ai plusieurs livres de chevet. L'un des livres de chevet, c'est celui de mon mentor qui s'appelle Christian Junot. Le livre s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Et il en a écrit un deuxième aussi. Il a écrit plusieurs, mais il en a écrit un deuxième avec Lilou Massé, de mémoire, je crois. Non, c'est pas Lilou Massé, c'est une autre personne. J'ai perdu. Avec Lilou Massé, il a fait le défi des 100 jours sur l'argent. Et il y a un autre livre qui s'appelle Enfin libre d'être soi-même, qui vraiment est génial. D'accord. Parce que c'est là où on va se retrouver toutes ces zones d'ombre qu'on peut avoir. Donc les zones d'ombre, c'est ces facettes de notre personnalité qu'on ne veut pas montrer. D'accord. Celui-là, je ne le connais pas. Ce que l'argent dit de vous, je le connais. Ouais, donc enfin libre d'être soi-même. Et sur un autre livre plus lié à l'entrepreneuriat, à l'argent, ça va être Les secrets d'un esprit millionnaire de Terry Harvecker. Ok. Il est en version française ou qu'en anglais celui-ci? Oui, il est en version française. Ils sont donc, Christian Junot, forcément, c'était en version française. Terry Harvecker est en version française. Il y a un autre livre qui est moins connu aussi, qui s'appelle Le guerrier pacifique, riche et conscient, j'ai perdu le nom, Thierry Pasquier. D'accord. Je mettrai les ressources dans la description de l'épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu es sur la toile? Alors, je suis sur Facebook, LinkedIn, et puis on peut me retrouver sur mon site web, www.christopheguerrero.com. Et je suis plutôt actif sur Facebook et LinkedIn. D'accord, ok. C'est sous ton prénom et ton nom, Christophe Guerrero? Ok, très bien. Toujours sous moi. Et est-ce que tu as une actualité, des choses que tu prépares sur 2024? Dans l'actualité, alors j'ai toujours mon programme phare qui est sur 12 semaines. Donc c'est vraiment un accompagnement de A à Z. Donc effectivement, il y a la relation à l'argent, mais on va vraiment sur ce dont on a parlé pendant l'interview, sur les valeurs, sur les signes de soi. Je parle beaucoup d'éducation financière aussi, d'intelligence émotionnelle financière, et puis la stratégie des prix, et également du business plan, parce qu'encore une fois, je reprends de temps en temps ma casquette comptable. Alors, c'est un business plan qui est un business plan spirituel, donc il est un petit peu différent. Sinon, je fais parfois des ateliers en ligne, ateliers de groupe. Donc, on est sur 2 à 3 ateliers d'1h30, tout en ligne, avec un accompagnement en coaching individuel si on le désire. Donc voilà, pour mes deux principales activités. Et comment on s'inscrit sur ces deux activités Alors,
Pour l'accompagnement, donc cet accompagnement sur 12 semaines, ou un accompagnement plus court, hein, parce que c'est vraiment, j'essaie de faire les choses sur mesure. Donc si je m'aperçois que l'accompagnement sur 12 semaines, c'est pas celui qui est le plus optimum, on trouve d'autres solutions, bien évidemment. Donc là, simplement me contacter sur Facebook ou LinkedIn par messagerie. Normalement, je mets aussi les numéros de téléphone sur LinkedIn. Je crois que j'ai mon numéro de téléphone. Et pour les ateliers, eh bien, en fait, soit me contacter également pour savoir quels sont les prochains ateliers, soit je le note généralement sur mon site web aussi sur les prochains ateliers. D'accord. Ton site web, c'est Christophe Guerreiro aussi? Voilà, c'est www.christopheguerreiro.com. D'accord, ok. J'ai une question que je voulais te poser qui me revient à l'esprit. Quelle est ta singularité dans tes accompagnements? Ah, c'est une très bonne question. Ma singularité, alors j'ai fait justement le fameux test de savoir ce que les gens pensaient de moi et puis également au travers des témoignages. Ce qui revient très fréquemment, c'est la bienveillance, la douceur et l'écoute. C'est mes trois principaux points qui reviennent. Ma singularité maintenant sur le plan technique, ça va être à la fois ce mix des coachings en neurosciences, la spécialité sur la relation à l'argent qui est assez peu répandue aujourd'hui, et puis mon ancienne activité de comptable. Donc, j'utilise mes trois domaines de compétences. Et je rajoute à ça un côté de plus en plus énergétique, en fin de compte. Ce que j'avais peut-être pas tout à fait au début. De plus en plus, je rajoute un côté énergétique qui accentue encore l'accompagnement. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une question que tu veux me poser avant qu'on se quitte? Très spontané. Oui, j'ai bien une question que je peux te poser. C'est justement par rapport à ta relation à l'argent. Comment toi, aujourd'hui, tu gères ta relation à l'argent? Bonne question aussi. Écoute, le développement personnel ne m'a pas aidé sur ce côté-là. J'en avais pas forcément besoin, mais j'ai pris conscience que dans ma relation à l'argent, je dirais que après, je pense que c'est plus la maturité qui a fait que je gère ma relation à l'argent différemment. Je vais plus chercher à planifier, à planifier et à investir. Et ce que je dirais, mon rapport à l'argent, je dirais qu'il est beaucoup lié à cette notion de plaisir et de liberté. Pour moi, je rigole, tu vois, c'est vraiment plaisir. L'argent me donne ce côté plaisir et liberté, quoi. C'est quand j'ai, je vois des moments que je passe des fois avec certains proches, je veux pas avoir à réfléchir si je peux ou pas, quoi. C'est ultra important, quoi. Et de m'autoriser à faire ce que j'ai envie de faire. Génial. Merci pour la question. T'en prie, avec plaisir. Très bien. Alors, merci pour ta participation à cet épisode de l'art de gérer son temps. C'était le 3e épisode. Donc, vous retrouverez l'ensemble des ressources que nous a partagé Christophe dans le descriptif de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'art de gérer son temps. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du temps, l'argent et l'estime de soi. J'espère que vous avez apprécié cette exploration avec Christophe et que vous avez trouvé des pistes pour dépasser vos propres blocages. Un rappel, que le chemin vers une meilleure gestion du temps et de ses finances est un voyage continu. Alors prenez le temps de réfléchir aux enseignements de cet épisode et surtout, mettez-les en pratique dans votre quotidien. Si vous avez des questions, des réflexions, des expériences à partager, je vous invite à le faire en DM sur mon compte Instagram, l'art de gérer son temps. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet autour de la gestion du temps ou laisser un feedback, je vous invite à le faire en commentaire sur la plateforme de votre choix. Ce podcast est pour vous, alors aidez-nous à répondre au mieux à vos besoins. Votre participation est précieuse et contribue à enrichir notre communauté. Je vous invite à rester à l'écoute pour de nouveaux épisodes à venir où nous continuerons à explorer ensemble les meilleures stratégies pour devenir les leaders de notre temps. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à apprendre et à grandir et surtout à profiter pleinement de chaque instant. Merci pour votre écoute.